Bonjour à tous et merci d'être là. Salut Martin, du coup, je t'ai reconnu direct. Il y a, on va juste attendre quelques minutes si ça vous va, parce qu'en général, sur les webinars, il y a toujours quelques minutes d'attente et quelques minutes de retard pour permettre à un peu plus de gens de se connecter. Et après, on commence. D'ailleurs, en attendant, si jamais il y en a qui veulent déjà poser des questions. Ah non, ça on peut. Ah si, dans le chat, oui. Hop. Parfait. Bah, d'ailleurs, petite question en attendant les autres. N'hésitez pas à mettre en commentaire dans quelle ville vous vous trouvez, ou alors dans quelle ville plutôt vous habitez. Enfin, peut-être les deux d'ailleurs. La ville où vous habitez et la ville où vous vous trouvez. Comme ça donne une idée un petit peu si on a plutôt dans la salle des Parisiens ou alors des expatriés en Espagne comme toi, Martin. Ouais. Alors. Entre Paris et Barcelone. Ça, c'est la meilleure des réponses. On a dans l'équipe internationale de Mastéos, on a aussi quelqu'un qui est entre Paris et Barcelone tout le temps. Et on a d'ailleurs plusieurs employés qui sont employés qui n'ont pas de raison particulière à la base d'être à Barcelone, mais qui sont basés à Barcelone, notamment dans l'équipe produit et tech, et évidemment l'équipe locale de Barcelone qui est à Barcelone. Salut Nico. Montpellier, parfait. Ça, c'est bien, un peu du sud de la France. Dans les Landes, parfait. Enfin, dans les Landes, mais bientôt entre dans les Landes et Barcelone pour toi, Nicolas. Luxembourg, génial. Oui, Corentin, on a une équipe présente localement sur Barcelone. Je vais raconter tout ça un petit peu après. J'attends juste 2 minutes et après on commence. On commence à 35 si ça vous va. Parce qu'en général, il y a toujours une petite latence pour que les gens puissent se connecter. Quand on dit 30, on commence souvent à 35. Mais oui, on a une présence locale. On a Barcelone, Madrid et Valence. Et d'ailleurs, moi, demain et après-demain, je vais être à Madrid avec l'équipe locale. Euh, et Barcelone, évidemment, parce que Barcelone, c'est quand même une ville incontournable et pour l'investissement et pour les Français qui achètent en Espagne aussi. Mais quand je dis français, je parle plutôt des francophones, hein. Évidemment luxembourgeois, suisses, belges, marocains, algériens, etc. Il y a beaucoup de gens qui achètent à Barcelone chez les francophones. Et Luxembourg, Jérôme, Luxembourg-Ville, ou bien une autre ville du Luxembourg, parce qu'on a fait un événement au Luxembourg il n'y a pas très longtemps. On a fait un salon professionnel qui s'appelait le Resmart Luxembourg, où il y avait pas mal de startups sympas à Luxembourg-Ville. Superbe. Bon, bah, Luxembourg-Ville, c'est à 10 000 euros, 11 000 euros du mètre carré en ce moment, donc très cher, on est d'accord. Ah ouais, je connais bien Luxembourg-Ville. C'est une ville que j'aime bien, j'y suis allé plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'est devenu très très cher. Et ça. Allez, parfait. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est on va commencer, puisqu'on arrive à 35. Donc, allez, c'est parti. Donc, déjà, merci à tous d'être là. On va parler aujourd'hui pendant pas longtemps, hein. On va parler juste 20-25 minutes ou une demi-heure maximum des quartiers dans lesquels il faut investir à Barcelone. Et bah, pour ce faire, je vous ai préparé une petite présentation avec les équipes locales. Donc, je vais tout de suite vous partager ça. Alors, hop, c'est parti. Voilà. Alors,
Donc, on va commencer avec la présentation. Donc, quels sont les meilleurs quartiers où investir à Barcelone? Je vais vous le mettre en plein écran, ça sera mieux. Voilà, parfait. Donc cette présentation, la première chose, je vais vous dire qui je suis et pourquoi est-ce qu'on est légitime pour vous parler un petit peu des quartiers dans lesquels il faut investir à Barcelone. Alors moi, je suis le directeur Europe de Mastéos. Mastéos, on a une société aujourd'hui de 400 employés et notre focus, notre objectif, c'est de démocratiser l'investissement locatif et d'aider les gens, comme nous tous ici, à réaliser des investissements locatifs en France, en Belgique et en Espagne. On s'adresse évidemment pas du tout qu'aux Français ou qu'aux francophones. On s'adresse aussi aux Espagnols et à n'importe qui de manière plus générale qui veut réaliser un investissement locatif parce qu'on considère que l'investissement locatif, c'est quelque chose qui devrait être plus simple, qui devrait être moins opaque. Et donc, on essaye d'apporter de la transparence sur ce marché-là en réalisant la recherche de biens. Donc, on a des chasseurs immobiliers dans les marchés. Donc, je reviens à la question de tout à l'heure de Corentin. On a une équipe locale présente à Barcelone, présente à Madrid et présente à Valence. Et donc, sur Barcelone, notre city manager et notre chef d'équipe, c'est Elisabeth Payares, que vous voyez sur la droite, qui est espagnole, qui est même catalane. Et si je vous parle un petit peu d'Elisabeth, que je remplace aujourd'hui, je parle pour elle parce qu'elle est, elle parle espagnol et c'est plus facile pour elle que ce soit moi qui discute et qui présente. Mais c'est quelqu'un qui a un énorme background immobilier à Barcelone, puisqu'elle a travaillé dans plusieurs marques immobilières, en l'occurrence Engel Volkers Barcelone, donc pendant très longtemps. Don Piso, qui est une très bonne marque immobilière aussi, mais côté vendeur. Engel Volkers et Don Piso sont côté vendeur. Et ensuite, elle a travaillé dans deux marques immobilières aussi, mais sur la location. Alors, Badi, c'est une PropTech, un site internet, badi.com, qui permet de louer des logements, qui est très utile notamment pour louer à des étudiants Erasmus ou alors plus globalement à des internationaux qui viennent vivre à Barcelone pour 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Et qui louent via Badi. Il y a d'autres sites comme ça. Et enfin, HomeLike, à droite, c'est un site et une plateforme qui aide les gens à louer des logements meublés aussi. Donc, un petit peu comme Badi. Donc, 2 business de transaction, 2 business de location, toujours sur Barcelone. Et donc, moi, je suis directeur Europe chez Mastéos. Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, Mastéos est présent sur 3 pays, France, Belgique et Espagne. Et moi, je fais en sorte qu'on se développe le mieux possible en Belgique et en Espagne et qu'on ouvre d'autres marchés. Donc là, on est en train de préparer l'ouverture de nouveaux pays. On vous dira plus tard, mais pour l'instant, place à l'Espagne et place à Barcelone. On va rentrer dans le dur du sujet. Je vais vous parler d'abord un tout petit peu de Barcelone. Et d'abord, la première des choses, est-ce que vous saviez que l'an dernier, 18% des créations de start-up en Europe se sont faites à Barcelone? Barcelone, c'est un hub énorme pour la création d'entreprises. Il y a beaucoup de start-up qui se créent. C'est vraiment une ville mondiale et une ville qui a un potentiel économique énorme. C'est une ville qui, quand même, il faut le savoir, représente à peu près 20% du PIB, du produit intérieur brut espagnol. Donc, au niveau économique, Barcelone, c'est vraiment un des 2 poumons de l'Espagne avec Madrid. En termes de rendement aussi, quelque chose d'intéressant, c'est de savoir que le rendement à Barcelone, il est compris entre 2% et 6,5% pour l'achat d'un appartement à louer. C'est-à-dire que si votre optique, c'est vraiment de faire un investissement locatif, et on va y revenir après, vous pouvez aussi avoir une optique qui est d'acheter un pied-à-terre, qui n'est pas la même approche. Mais si c'est un investissement locatif que vous souhaitez faire, ça vous donne une idée des rentabilités de la ville. Alors là, je ne vais pas vous la comparer avec d'autres villes, si ce n'est que quand même vous dire qu'à Barcelone, en moyenne, on est sur du 3,5, 4%, 4,5%, donc on va dire à peu près 4%, et que c'est bien plus élevé que ce qu'on a par exemple à Paris, parce que Paris, on est sur du 2, 2,5%, on n'est pas du tout sur les mêmes rendements. Donc pour une capitale européenne, Barcelone a des très bons rendements, et d'ailleurs,
Barcelone fait partie du top 10 des villes européennes. Quand je dis des villes européennes, des grandes villes européennes, des capitales européennes, elle fait partie du top 10 européen. Quand je dis capitale, je ne parle pas que des capitales au sens littéral du terme, mais tout simplement des grandes villes. Donc dans les capitales, j'intégrerai par exemple des Marseille, des Milan, etc., etc. Donc Barcelone dans le top 10 des villes européennes en termes de rendement. Simplement, il faut savoir qu'évidemment, les rendements ne sont pas les mêmes partout. On a des études, par exemple des études de Deloitte qui nous expliquent que Diagonale, qui est donc la diagonale qui traverse Barcelone, est un axe qui marque des rendements assez faibles. Pourquoi? Parce que c'est un axe très connu. C'est un petit peu quelque part comme les Champs-Élysées. Et donc, dans les axes très connus, on est sur des adresses patrimoniales et pas forcément sur des adresses avec grand rendement. Mais voilà, c'est un petit peu le genre de choses à savoir et on va approcher ça quand on discute de quels sont les quartiers où investir à Barcelone. On parle aussi de quelle est votre stratégie d'investisseur. Est-ce que vous cherchez du rendement ou du patrimonial? Est-ce que vous cherchez à gagner de l'argent quelque part en faisant de la rentabilité brute, de la rentabilité nette relativement immédiate tous les mois? Ou alors est-ce que vous êtes plus sur une perspective de long terme, voire de pied à terre, pour pourquoi pas y vivre vous-même, auquel cas vous êtes dans une approche d'adresse. Et ce n'est pas exactement la même approche. Voilà, simplement pour discuter de ça, vous dire quand même que la Catalogne a terminé sur une année 2021, donc l'an dernier, une année très forte en termes d'augmentation des ventes, avec 47% de ventes de plus l'an dernier par rapport à 2020. Alors certes, c'est une comparaison par rapport à une année Covid, mais par rapport au pays dans sa moyenne qui a fait 35%, ça fait quand même significativement plus et ça montre que Barcelone est toujours la ville d'Espagne avec Madrid, une des deux villes d'Espagne qui rebondit plus vite que le pays, qui se rétablit plus vite que le pays des soubresauts. Et en termes de hausse des prix, ça a été une hausse des prix de 2% à peu près. Donc, c'est des hausses des prix relativement saines et relativement régulières. Et donc, je reviens sur ceux d'entre vous qui habitent au Luxembourg, par exemple. Au Luxembourg, on a eu des hausses des prix annuelles de plus de 10% qui, pour le coup, ne sont pas saines et qui, en général, ont tendance à faire souffler au fromage et à redégonfler aussi vite. Donc là, on est sur des augmentations des prix en Espagne qui sont relativement saines. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Je voulais vous dire par rapport à l'évolution des prix à Barcelone sur les 20 dernières années pour faire un dézoom. 2001, donc 2001, c'est évidemment il y a très longtemps dans une perspective immobilière, je parle. 2001, c'était 1600 euros le mètre carré en moyenne sur Barcelone. 2007, c'est-à-dire juste avant la crise de 2008, on était à 4000 euros, 4250 euros le mètre carré. Ensuite, c'est retombé jusqu'à 2013. Là, on était à 2250, qui a été le plus bas. Et d'ailleurs, 2250, c'était un retour au prix qui avait été connu en 2005-2006. Donc, ça vous donne un petit peu une idée sur le retour en arrière qui avait été fait à ce moment-là. 2019, on était sur 3500 euros. Et 2022, on est à 4000 euros. Et ce que je peux vous dire, c'est que le 4000 euros de 2022 est beaucoup plus sain que le 4250 de 2007. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que les fondamentaux économiques sont complètement différents. En 2007, on était sur des crédits immobiliers à 110% ou à 100%. Donc, les banques finançaient tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Les acheteurs doivent faire un apport de 30% en moyenne. Donc, quand j'achète un appartement à 200 000 euros, il faut que j'ai en apport 60 000 euros d'épargne. Donc, on est sur un marché qui est extrêmement sain aujourd'hui. On est sur des prix qui ne sont pas surévalués. On n'est absolument pas sur une perspective de bulle. Et d'ailleurs, pour faire une petite comparaison, j'aime beaucoup parler de Paris parce que, et je pourrais parler de Luxembourgville, mais malheureusement, je ne me rappelle pas des prix à l'époque. Paris en 2007, c'était 6 000 euros du mètre carré. 6 000 euros du mètre carré en 2007. Et Paris en 2022, c'est 10 000 ou 11 000 euros du mètre carré. Ça veut dire qu'entre 2007 et 2022, à Paris, on a fait x2 sur les prix de l'immobilier, en passant de 6 à 11. Là où à Barcelone, j'ai fait x 0,95. Donc,
ça donne quand même une perspective qui est de dire, à Paris, il y a eu une frénésie là sur les 15 dernières années. Les prix ont fait x2. À Barcelone, pas du tout. Ça a fait x1 ou comme je disais, x0,95. Donc les prix sont encore très accessibles par rapport à ce qu'ils étaient à l'époque. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. On a encore des belles prises de valeur potentielles, surtout que comme je le disais, Barcelone est une ville mondiale. Et à ce titre, il faut comparer Barcelone à des Paris qui sont à 10 000 euros du mètre, à des Luxembourgville qui sont à 10 000 euros du mètre, à des Genève qui sont à 15 000, 20 000 euros du mètre, à des Londres qui sont à 15 000 euros du mètre, etc. Donc Barcelone à 4 000 euros du mètre pour une ville mondiale, c'est une ville qui est extrêmement bon marché et dans laquelle on peut investir avec aucune inquiétude. Maintenant, on n'est pas là pour parler de Barcelone, on est là pour parler des districts et plus particulièrement des quartiers de Barcelone. Alors, pour commencer, je voulais vous dire qu'en 2021, Barcelone est devenue la première destination pour les investissements immobiliers en Espagne, avec 3 milliards d'euros d'investissement contre 2 milliards pour Madrid. Pourquoi est-ce qu'on fait le comparatif entre Barcelone et Madrid? C'est juste pour vous dire que Barcelone est une ville mondiale, c'est aussi une ville espagnole et j'aime bien la recadrer dans le contexte. Et il y a toujours forcément un match entre Barcelone et Madrid parce que c'est les deux poumons économiques. Et il faut savoir que c'est la première fois que Barcelone dépassait Madrid depuis 2013. Donc Barcelone est sur un renouveau économique dans le sens où pendant quelques années, Madrid avait été privilégié par les investisseurs et que là, Barcelone est back in the game, de retour au premier plan. Et ça, c'est quand même très bon à savoir. Pour les prix de logement, le prix moyen des logements à Barcelone, aujourd'hui, comme je disais, on est à peu près 4 000 euros. Donc, même 3 999 en avril 2022 pour être précis. Là où Madrid est à 3 008. Donc, Madrid et Barcelone sont relativement similaires en termes de prix immobilier. Donc, c'est aussi important à savoir et c'est notable parce que Madrid est quand même la capitale. Et donc, on a quand même une Barcelone qui est un petit peu plus chère que Madrid, ce qui montre de nouveau que c'est une capitale économique incontestable de l'Espagne. Et en termes de prix de la location et donc des rendements locatifs, Barcelone est en tête avec 16,50 € le mètre carré, ce qui la place vraiment dans le top de ce qui se fait en Espagne. Voilà, ça c'est important de le dire. Et je vous ai mis une petite carte de Barcelone. Alors, certains d'entre vous habitent Barcelone. Donc, forcément, vous connaissez ces quartiers, vous connaissez ces districts, sans doute. Mais je le redis quand même parce qu'on n'a pas tous le même niveau de connaissance. Barcelone, c'est 10 districts. Donc, ça, c'est ce qui est dessiné sur la carte. Vous voyez les districts. Et ensuite, dans ces districts, on a des quartiers. Donc, on a 73 quartiers dans Barcelone. Donc, ça fait beaucoup de quartiers. Et quand on pose la question quels sont les meilleurs quartiers où investir à Barcelone, forcément, c'est important de se dire, OK, j'ai 73 options, j'ai 73 quartiers. Et ensuite, je descends au niveau plus précis. Donc, aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de vous parler des 73 quartiers parce que ça serait infaisable. On va commencer par vous parler de 2 quartiers qui ont été sélectionnés spécifiquement par Elisabeth Payares, notre city manager. Et on va répondre aux questions un petit peu après, Jérôme, mais c'est une très bonne question. Donc, je vais peut-être quand même l'aborder tout de suite. Quel est le revenu moyen d'un travailleur à Barcelone? Alors, je ne connais pas le chiffre de tête et c'est une excellente question. Ce que je sais, par exemple, c'est quelque chose dont j'ai discuté aujourd'hui avec Elisabeth. Il y a 80% des expatriés qui sont à Barcelone, qui travaillent dans des startups. Et quand je dis des startups, c'est en général des startups qui sont bien financées, des grosses startups. Donc, il y a énormément d'expatriés qui sont très bien payés à Barcelone. Mais le revenu moyen du travailleur à Barcelone, là, comme ça, je ne l'ai pas, Jérôme. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra effectivement, une question à laquelle on pourra répondre. Mais de tête, je ne l'ai pas. On va vous parler aujourd'hui de 2 quartiers pour commencer. Et pour vous dire que, évidemment, si vous êtes frustré ou si vous avez envie qu'on parle d'autres quartiers, mettez-le nous, s'il vous plaît, en commentaire parce qu'on va faire beaucoup de webinaires sur des quartiers. Dans chacun des webinaires, on va parler de 2 quartiers, à chaque fois 2 quartiers. Donc, comme il y a 73 quartiers, ce n'est pas très compliqué. On a de quoi faire 36 webinaires de 2 quartiers à chaque fois.
Donc là, on va commencer par El Raval, qui est un quartier de Ciutat Bella, et l'Eixample Dreta, qui est un quartier du district Eixample. Pourquoi ces deux quartiers-là? Je vais y venir. Et c'est notamment deux quartiers dans lesquels nous, on source beaucoup d'opportunités d'investissement. Quand je dis on source, ça veut dire les chasseurs immobiliers de Mastéos sur place, qui habitent Barcelone, vont capter des biens et créer des fiches de biens Mastéos. On reviendra là-dessus, où on analyse le potentiel locatif du bien. Beaucoup dans ces deux quartiers-là. Alors, d'abord et avant de parler de ces deux quartiers-là, on dézoome une minute, on respire et on réfléchit au meilleur quartier en réfléchissant pas seulement au présent, mais aussi au futur. On a 10 districts, tous les districts, donc tout ce que j'ai ici, sont intéressants parce qu'ils possèdent des quartiers intéressants. Et maintenant, si je regarde les quartiers, j'ai 73 quartiers à Barcelone et tous ne sont pas bons. J'en ai certains, clairement, dans lesquels il vaut mieux investir que dans d'autres. Encore une fois, en fonction de mon profil d'investisseur. Je vous donne un exemple, un quartier dans lequel Mastéos, notre équipe, on ne recommande pas particulièrement d'investir et on n'accompagne pas particulièrement, c'est la Mina. Pourquoi? Alors la Mina, c'est un quartier qui est connu pour le crime, qui est connu pour voilà, les problématiques de drogue éventuellement, etc. Donc c'est un quartier dans lequel il y a un petit peu de danger, on va dire. Donc en général, ce n'est pas les quartiers dans lesquels on privilégie l'investissement. Mais pour autant, ce quartier-là, la Mina, fait partie du district de Sainte-Martí, d'accord? Et le district de Sainte-Martí, donc, qui lui compte plusieurs quartiers, dont la Mina, est un district qui est très bon et dans lequel, oui, il y a des bonnes opportunités d'investissement, parce qu'on a des quartiers typiquement comme Poblenou, on en parlera dans un autre webinar, qui est un de nos quartiers préférés pour investir. Voilà, donc ça, on en reviendra plus tard. La carte de la droite, pourquoi est-ce qu'il y a du rouge et pourquoi est-ce qu'il y a du vert? Il y a du rouge et il y a du vert parce que le conseil municipal, donc le conseil de la ville de Barcelone, est en train de déployer 150 millions d'euros pour le développement de ces quartiers, pour la réhabilitation de ces quartiers, pour la croissance de ces quartiers. Donc typiquement, on a des quartiers dans lesquels les chaussées vont être refaites, dans lesquels des gymnases publics vont être créés, dans lesquels des espaces verts vont être créés. Donc voilà. Donc nous, on suit ça, on suit l'urbanisme. Et ça, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle on est implanté localement. C'est que cette connaissance locale permet de savoir les quartiers qui sont des quartiers en devenir. Évidemment, les implantations de métro et les choses comme ça. Alors, maintenant, on va commencer par un de nos deux quartiers du jour. Et après, on parlera même de biens en particulier, d'un bien en particulier pour illustrer ce qu'on peut trouver dans ce quartier-là. El Raval, qui fait partie, donc qui est un quartier qui fait partie du district Ciutat Bella. Alors, le quartier, pour nous, El Raval, c'est un quartier qu'on résumerait en quelques mots en disant que c'est le quartier où il y a le plus d'opportunités d'investissement. Pourquoi? Parce que c'est un quartier qui est vraiment d'abord dans un quartier de Ciutat Bella qui est celui de la vieille ville, d'accord? Et qui, comparé à d'autres quartiers, reste un des moins chers. On reviendra sur les prix dans la slide d'après. Et en même temps, un des plus rentables parce qu'il y a quand même beaucoup de locataires qui veulent bien vivre là-bas. Donc, ça donne une rentabilité locative de manière immédiate qui est bonne. Le prix du mètre carré dans El Raval sur Idealista, qui est un portail immobilier équivalent à seloger.com, Le Bon Coin ou Atom, pour vous qui êtes au Luxembourg, atom.lu. Sur Idealista, on voit des prix moyens du mètre carré à 3 400 €, alors que la moyenne sur le district de Ciutat Bella, c'est 4 200 €. Donc en fait, si je parle un petit peu de pourcentage, j'ai un quartier qui, globalement, par rapport au quartier dans lequel il se situe, est situé 15% moins cher. Donc forcément, c'est le genre de quartier dans lequel je vais aller chercher des bonnes rentabilités. Et on va trouver des rendements entre 4,5% et 6,5%. Donc c'est vraiment très intéressant pour une capitale européenne dans le cadre d'un district qui est un très bon district. Voilà. Donc ça, El Raval, intéressant. Autre chose intéressante sur El Raval, actualité, la fin de la pandémie du Covid, a fait grimper les loyers de plus de 20% en 2021 dans le quartier du Raval. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, avec la fin de la pandémie, on a de nouveau beaucoup plus d'étudiants Erasmus, on a de nouveau beaucoup plus de personnes qui se retrouvent libres géographiquement de déménager, de bouger, et les loyers ont augmenté de 20%. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un quartier qui est apprécié des expatriés, qui est apprécié des étudiants, qui est apprécié des internationaux, et qui est même apprécié des locaux qui vont louer plutôt qu'acheter. Pourquoi? Parce que, de nouveau, il faut 30% d'apport quand on est résident fiscal espagnol pour acheter. Et c'est dissuasif pour de nombreuses générations, en particulier les jeunes, qui n'ont pas l'apport nécessaire suffisant pour acheter et qui sont donc locataires. Donc la rentabilité locative ne fait qu'augmenter en Espagne, et en particulier sur ce quartier de Raval, qui fait partie de notre sélection, il y a une vraie potentialité, un vrai potentiel. Maintenant, on va rentrer dans des chiffres, mais je ne vais pas vous assommer parce que là, il y a beaucoup. Je vous ai juste montré une petite courbe qui va de 2008 à 2022, pardon, qui vous montre que globalement, Ciutat Bella, en tant que district, on est à 4 000 euros du mètre carré. C'est très simple. Alors, Jérôme, pour l'apport, 30% d'apport pour les locaux, quid des investisseurs étrangers? Je vais y répondre en 2 mots parce qu'on va faire des conférences dédiées là-dessus. Mais si je dois répondre en 2 mots, soit vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale au Luxembourg ou en France, enfin dans votre pays, et vous avez une banque locale qui va pouvoir prendre en garantie des garanties locales, donc votre résidence principale française ou luxembourgeoise, ou alors votre assurance vie, ou alors vos actions, un plan d'épargne action, etc., et vous débloquez une somme d'argent pour acheter avec un crédit dans votre pays, d'accord? Donc je fais un exemple précis. Je suis résident à Paris, propriétaire de ma résidence principale. Dans ces cas-là, je peux aller voir ma banque et elle peut me faire un crédit hypothécaire. Elle va prendre en garantie mon bien situé en France. Et dans ces cas-là, je peux avoir un financement à 100%, 110%. Il n'y a pas de règle, ça dépend de la banque que j'ai. Mais il y a des banques qui financent jusqu'à 100% si elles ont une garantie sur leur sol. Donc une banque française, elle veut une garantie sur le sol français. Maintenant, si je fais un achat en Espagne et que je veux un financement avec une banque espagnole, la banque espagnole, elle va me demander en général 30% d'apport sur le prix du bien, plus je vais financer les 10-15% de frais de transaction, frais de notaire, ce qu'on appelle ITP. Donc, c'est les impuestos sobre la transmisión de patrimonio, c'est les frais qui vont avec la transaction. Donc, pour être safe, prévoyez en apport 40% si vous êtes étranger et que vous voulez vous financer en Espagne, ou alors 0% d'apport si vous êtes déjà propriétaire de choses sur votre territoire national. Voilà, donc ça pourrait répondre assez rapidement. Sur la partie évolution des prix de Ciutat Bella, c'était pour vous montrer quelque chose, c'est que les prix, voilà, ils sont à 4 000 euros. Les prix à la location, ils sont à 19 euros, 20 euros au mètre carré. Donc, c'est vraiment un marché sur lequel il y a une grosse demande locative et un prix au mètre carré très intéressant à la location et même à l'achat. Et si je prends à droite, sur mon tableau de droite, les 4 quartiers, El Raval, La Barceloneta, El Gòtic et El Born, ça, c'est les 4 quartiers qui composent le district de Ciutat Bella. Et vous voyez que El Raval, à 3 400 euros du mètre carré, il est bien moins cher que El Born, qui est à 5 000 euros du mètre carré. Donc là, en fait, si je parle en pourcentage, 5 000, si j'enlève 10%, je suis à 4 500. Donc, il faut enlever 15% de moins sur les prix d'achat au mètre carré entre El Born et El Raval. Donc, El Raval est 15% plus économique. Et par contre, en prix à la location au mètre carré, je suis à 19,4 contre 20,3. Donc, en fait, j'ai quasiment les mêmes prix à la loc, alors que je suis 15% moins cher à l'achat. Donc, El Raval, c'est intéressant. Nicolas dit, pour avoir fait des visites dans le Raval, qui est un quartier vivant que j'aime beaucoup, il faut quand même faire attention. Il y a des rues branchées et qui montent et d'autres moins attractives. Très bonne note, très bonne remarque. Au sein même d'un quartier, on a une expertise locale, ça se joue à la rue, effectivement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des chasseurs immobiliers locaux qui ont une expertise locale. On n'arrive pas à remplacer ça. Et l'Eixamplé, pour aller un petit peu plus rapidement là-dessus. Eixamplé, alors là, je viens de vous faire El Raval. Et El Raval, j'ai dit, c'est un quartier qui a un territoire d'opportunité, qui a un territoire qui est encore un petit peu populaire, mais qui est en train de s'améliorer, et dans lequel la mairie est en train d'investir. Donc, le futur est très bon. Et maintenant, l'Eixamplé, c'est autre chose. L'Eixamplé, je ne sais pas si vous connaissez. L'Eixamplé, c'est le nom du district.
Là, à droite, sur la carte, vous avez les quartiers de ce district. Là, on a parlé de Dreta de l'Eixample, d'accord? Dreta de l'Eixample, c'est un quartier très animé, avec des larges avenues bordées d'immeubles d'habitation modernistes. Alors, ce n'est pas une erreur de français. Quand on dit moderniste, on parle du modernisme à la catalane, qui est un style artistique, d'accord? Un style architectural. Et donc, voilà, on a des bâtiments emblématiques là-bas de Gaudi, on a la Sagrada Familia, on a la Casa Batlló, on a la Pedrera, donc on a des événements, des bâtiments historiques. Et donc, forcément, boutique internationale, restaurant de luxe, etc., etc. C'est un des quartiers les plus caractéristiques de Barcelone. C'est aussi l'un des plus chers. Et là, ici, on est sur du 6 000 € du mètre carré et 3% de rentabilité. Mais on est sur un des quartiers les plus populaires, les plus visités, voilà, les plus modernes. Donc, dans une perspective d'achat d'un pied-à-terre ou de faire un investissement locatif, mais qui est aussi pour vous quelque part, parce qu'on a beaucoup de francophones qui cherchent un pied-à-terre / investissement locatif, vous allez louer une partie de l'année et vivre une partie de l'année. Ça reste une très belle alternative et pas si cher que ça au final, si je peux me permettre, à 6 000 € par rapport de nouveau à des paris qui sont à 11 000 ou Luxembourgville, pareil, à plus de 10 000. Et Champlay, là je vais aller très vite, on vous enverra cette présentation. 4 800 € du mètre carré en moyenne, mais ça c'est sur les Champlay au global. Sur la Dreta des Champlay, on est plutôt à 6 000 € du mètre carré. Et en prix au mètre carré à la location, 22 €. Donc vous voyez, par rapport à tout à l'heure, on était à 19, on est plus cher. Et on est dans le quartier de Les Champlay. Donc là, Sagrada Familia, Sant-Antoni, Fort Pienc, Nova Esquerra de Les Champlay, Antiga Esquerra de Les Champlay et La Dreta, c'est les 6 quartiers du district Eixample. Là, on est sur le quartier le plus cher, mais aussi là où les prix à la loc sont les plus chers. Maintenant, et pour conclure, parce qu'il est 19h02 et que je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça, on va garder le timing et on va essayer d'arrêter en tout cas la présentation à 19h05 pour avoir fait 30 minutes pile. Opportunité dans le Raval, je ne vais pas quitter l'écran et vous emmener sur une fiche de bien, même si on pourrait le faire. Je vais juste vous montrer quelques screenshots d'un bien qu'on vient de capter, qu'on a capté tout récemment. Quand je dis capter, nos chasseurs ont visité, analysé et fait une fiche de bien d'investissement dans des biens. Donc là, on est dans le Raval. On est Calle Cera 33 en termes d'adresse, si vous voulez le chercher dans Google. On est sur un bien à 108 000 € qui est un T3 avec un budget total à 131 000 quand j'inclus les notaires, les potentiels travaux, etc. On est sur un rendement brut à 6,53% avec un prix de location à 750 €. Et juste pour faire une petite parenthèse, 750 € par mois, si je prends des prix parisiens, en général, pour pouvoir louer à 750 € par mois, il faut que j'achète un bien plutôt à 250 000 € à Paris. Donc là, quelque part, j'obtiens le même prix de location 750 en mettant uniquement en budget de ma poche 130 000 €. Donc, j'ai un rendement brut qui est nettement supérieur à Barcelone par rapport à Paris. Et je pourrais prendre l'exemple de Luxembourgville, mais je ne le connais pas assez pour me permettre de faire ça. Mais intéressé d'avoir votre avis là-dessus. Comment est-ce que nous, on présente les opportunités d'investissement? Et je vais aller très vite là-dessus. Voilà, en fait, nos équipes de chasseurs, ils créent des fiches de biens comme celle-ci. On en crée à peu près une quinzaine par semaine aujourd'hui, d'accord? Donc 15 par semaine, opportunités d'investissement captées et identifiées par nos chasseurs. Donc notre chasseur va sur place avec une caméra, une visite qui permet de faire des visites 3D, qui est une caméra Matterport. On fait les photos, on fait l'analyse de l'estimation du prix de la location, etc. Et donc là, appartement 36 mètres carrés. Donc, dans la description du bien, comme vous pouvez voir en haut à droite, on a émis bel appartement rénové avec balcon et beaucoup de lumière naturelle. Très important pour beaucoup d'investisseurs d'avoir de la lumière naturelle. Un des quartiers les plus centraux de la ville, le Raval, à 10 minutes de la plage, 5 minutes de las Ramblas de Barcelona, emblématique évidemment. L'appartement est entièrement rénové avec une salle de bain et une cuisine impeccable, prête à emménager. Donc, on a, en termes de mètres carrés, voilà, propriété de 30, alors il y a une typo là-dessus, c'est 36 mètres carrés et 26 mètres carrés utilisables. Pourquoi est-ce qu'on fait cette différence et pourquoi on l'écrit comme ça dans nos fiches de biens? Pour une raison très simple.
c'est qu'en Espagne, on a une différence très forte, et ça, c'est très important si vous n'êtes pas espagnol, entre les mètres carrés construits et les mètres carrés utilisables, c'est-à-dire les mètres carrés loi Carrez pour les Français, par exemple. Pourquoi? Parce que les mètres carrés construits, c'est sur un plan, si j'ai un appartement qui fait 10 x 10, ben, la surface en construit, c'est 10 x 10 égale 100, donc 100 mètres carrés construits, mais je n'enlève pas l'épaisseur des murs, etc., etc. Donc ensuite, les mètres carrés utilisables, ça c'est ce que nous, on appelle la loi Carrez en France. Donc voilà, ça c'est pour vous donner ça. Les taxations, je vais en parler tout de suite. Taxation, je vais prendre le cas de vous êtes résident fiscal non espagnol. Donc vous n'êtes pas résident fiscal espagnol. Dans ce cas-là, votre taxation, vos impositions sur les revenus locatifs, c'est 19% de votre bénéfice foncier. Bénéfice foncier, c'est vos revenus bruts fonciers moins toutes les charges déductibles. Admettons que l'appartement, vous le louez en meublé avec Internet, etc. En charge amortissable et en charge déductible, je vais avoir l'amortissement du prix du bien, Internet, l'amortissement des travaux si j'ai fait des travaux, enfin toutes les charges que je peux déduire qui sont liées. Donc en fait, 19% de mon bénéfice, ça veut dire entre 10 et 15% d'imposition réelle. Donc l'imposition n'est vraiment pas élevée. Et vous avez en général, pour les pays européens, une convention de non-double imposition qui fait que vous payez uniquement vos impôts en Espagne et pas du tout en France, vous payez zéro. Voilà. Non, c'est pas du tout, 35 à 40%. Elisabeth, c'est pas du tout 35 à 40% pour les étrangers, c'est 19% d'imposition. Ça, c'est vraiment important de le dire. Taxation sur la plus-value à la revente, c'est la même chose. C'est 19% de votre plus-value à la taxation. D'accord? Plus-value de votre plus-value. Donc, si vous achetez un appartement à 200 000 euros, que vous le revendez à 300 000 euros, vous faites 100 000 euros de plus-value. Vous allez donc être imposé sur 19% de 100 000 égale 19 000. D'accord? Il faut donc faire une déclaration espagnole, exactement. Ça s'appelle l'IRNR. Je ne vais pas traiter de tous les sujets. On fera des webinars dédiés, Jérôme, si ça vous convient, pour répondre à ça, parce qu'on pourrait y passer des heures. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu quelques informations. Il y en a d'autres. Modélisation financière, financement, résultats, charges annuelles. Donc en fait, notre équipe fait une analyse complète. Donc typiquement, on a fait une analyse du prix nécessaire pour des revenus locatifs, etc. Et on vous permet d'avoir une compréhension réelle du cash flow mensuel, de ce que ça donnerait, etc., etc. Donc, on a vraiment une analyse financière complète. Je ne vais pas la détailler là parce que vous n'allez pas acheter forcément cet appartement-là. Mais sachez que pour toutes nos fiches de biens, on fait ça. Voilà, donc on a à peu près respecté le timing. On a dépassé de 3 minutes. Mais concrètement, c'était ça que je voulais vous présenter. Et donc, j'espère que cette présentation des deux quartiers vous a été utile. Et je serais très curieux si vous pouviez me mettre en commentaire si vous avez soit des thématiques qui vous intéressent qu'on aborde en webinar futur, donc typiquement l'imposition sur les revenus locatifs, je vois que c'est une demande, l'apport demandé pour les étrangers, également, c'est un sujet, j'en ai parlé tout à l'heure. Les quartiers, s'il y en a d'autres qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à nous soumettre ces quartiers. Comme ça, dans notre prochain webinar, on fera les quartiers qui vous intéressent. D'accord? Donc ça, c'est aussi important. L'imposition, si vous êtes un revenu fiscal espagnol, et je dis ça parce que je vois Martin qui est en train d'écrire, si vous êtes résident fiscal espagnol, c'est une imposition qui est différente. Vous payez votre IRPF sur le bénéfice foncier. Donc, en fonction de votre situation fiscale, admettons que vous payez un certain taux d'IRPF, je ne peux pas faire des paris là-dessus, mais vous allez calculer le bénéfice foncier fois le taux d'IRPF. D'accord? Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois Martin qui est toujours en train d'écrire. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, on va essayer d'arrêter. Alors, quartier, Clotte et un thème à Barcelone. Que conseillez-vous entre la location à l'année et la location touristique? Super, ça on en parlera. Les financements et les apports via des banques espagnoles, on note. Différence de fiscalité entre les régions. Alors, ça pour le coup, Cyprien, je peux vous dire rapidement, les différences de fiscalité entre les régions. Là, pour le coup, il n'y a pas de différence sur l'imposition sur les revenus locatifs.
Pourquoi? Parce que ça, pour le coup, c'est un des sujets sur lesquels c'est une règle nationale. Là où il y a des différences au niveau local, c'est par exemple pour la fiscalité quand même, mais via l'IBI, qui est l'Impuesto sobre los bienes inmuebles, ce qu'on connaît en France comme la taxe foncière, où là, ça va être communal, ça va être etc. Donc il y a des différences là-dessus. Mais voilà, ça, on en parlera plus tard. Pour la suite, Clotte est super. Bon, génial. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. Merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire sur les quartiers de Barcelone où on a parlé de 2 quartiers. Comme je disais, on va faire 36 webinaires. À chaque fois, on va avoir 2 quartiers différents. Donc, on va essayer d'être productif. On va essayer de répondre à vos questions. Et n'hésitez pas, si vous voulez être conseillé, parce qu'évidemment, on a une grosse équipe en Espagne. Nous, notre métier chez Mastéos, c'est de vous aider à faire un investissement locatif clé en main avec la recherche du bien, avec nos équipes de chasseurs sur place, la rénovation s'il y a un besoin de travaux, meubler aussi, et ensuite faire la gestion locative. On va aussi faire la gestion locative. Ça, c'est souvent une souffrance. Donc, on est là pour répondre. Et vous pouvez aller sur mastéos.es pour prendre rendez-vous avec nous, mastéos.es, voilà, qui est disponible en français et en espagnol. Et merci à vous. Merci à vous. Et à très vite. Bonne soirée.